Voilà, on y est. On y est cette fois-ci pour parler de la République, parler du pays. Johnson et Chara, bienvenue. Bonjour, monsieur David, Jean-David. Et bien portant? Oui, ça va ce matin. Du point de vue santé, ça va. Nous restons toujours préoccupés par tout ce qui se passe sur toute l'étendue de la République. À Bukavu, c'était un scandale avant-hier et hier. À Goma, ça continue à être cette prison à ciel ouvert. À Kalemi, on apprendrait également que dans la nuit d'hier, c'était des crépitements de balles dans beaucoup de communes. Et donc on sent quand même que le pays est dans une situation très très inquiétante. Voilà. Alors, vous là, vous avez été victime des attaques des bandits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Bukavu, votre famille? Ouais, c'est à Goma, justement. À Goma, effectivement. Parce que ça fait, depuis que le 23 est entré dans la ville de Goma, ça fait maintenant la deuxième fois que ma résidence est attaquée. Mais au moins pour la deuxième fois, malheureusement, il y a eu mort d'homme. Donc, c'était aux environs de 1 heure locale que la clôture a connu l'éruption de plusieurs hommes armés, lourdement armés, qui ont saccagé la maison à partir de dehors jusqu'à pénétrer à l'intérieur. Et ils ont abattu à bout portant les gardiens qui avaient déjà levé ses mains pour demander pardon, mais ils ont décidé de tirer sur lui 5 balles. Donc 5 balles, ils ne pouvaient plus même être soignés. Et ils sont entrés dans la maison, ils ont torturé également les autres membres de famille qui étaient là, jusqu'à ce que même après leur départ, ces gens, les membres de la famille, devraient passer à l'hôpital pour subir quelques soins. Et malheureusement, ce sont des histoires que nous racontons, qu'on aurait bien voulu éviter, et que c'est tous les jours que nous perdons nos frères, nos amis, tous ceux qui rêvaient encore pour ce Congo, parce que nous avons été dans une incapacité à gérer notre propre pays. Et voilà que tout un peuple est pris en otage à Goma. Les gens ne respirent plus, les gens ne dorment plus, les gens... En fait, je ne sais pas, ils sont comme si ils ont été condamnés à leur triste sort et que, voilà. Ils disent quoi, ces gens, lorsqu'ils sont arrivés, de quoi étaient reprochés? Bon, c'est toujours très difficile. Comme je l'ai toujours dit, je pense que le leader d'opinion souffre gravement dans les zones contrôlées aujourd'hui par le 1-23. Donc, il suffit que vous soyez identifié comme quelqu'un qui a une influence ou qui avait une influence et que jusqu'aujourd'hui vous êtes introuvable ou on ne connaît pas vos mouvements, alors c'est tous les services qui sont mobilisés pour vous retrouver. En entrant, ils ont juste demandé où seraient les responsables de la maison. Le papa et l'Inicom qui était là, je ne sais pas si on l'a confondu au papa de la maison, c'était les gardiens. Et c'est comme ça qu'on l'a abattu et ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et puis ils ont tiré des balles en l'air pour la diversion et c'est comme ça qu'ils sont partis. Mais tout ce qu'il faut retenir, je me D'abord, pour la première fois, quand ils étaient venus, ils ont parlé qu'ils cherchaient toujours le propriétaire. Ils cherchaient toujours le propriétaire, mais ils n'ont pas dit pourquoi. Et ils avaient trouvé ma femme pour la première fois. Et pour la deuxième fois, ils viennent encore, ils demandent où est le responsable de la maison. Et l'Inicom qui était là, c'était mon gardien personnel. Un homme très ambitieux, très courageux, très aimable qui a été tué lâchement et que son sang coulé dans la maison jusqu'à ce que les gens se sont maintenant réveillés 30 minutes, 1 heure plus tard pour venir constater ces forfaits. Et malheureusement, c'est tout ce que le peuple continue à payer de l'incapacité à gérer notre pays. Et tout ça, c'est quoi? Et qui serait à la base de ça? Non, mais il faut être clair. Quand le 23 a décidé de prendre la ville de Goma, ça veut dire que tout ce qui s'y passe en termes d'insécurité, ils sont responsables. Parce que quand les forces armées étaient là, quand le service légalement reconnu était là, chaque fois qu'il y avait des forfaits, eh ben, c'était l'État congolais qui était responsable. Et maintenant là qu'ils ont décidé par leur agression contre la République, ils ont décidé de prendre la ville de Goma. Donc, tout cas d'insécurité qui s'y passe sous leur contrôle, ils sont les responsables. Et là, c'est tout à fait clair. Ils ne vont pas nous dire, voilà, c'était des bandits, c'était non. Tout cas d'insécurité
Et nous sommes en train de travailler en faisant un monitoring sur tous les cas de barbarie qui sont en train de se passer dans la ville de Goma. Et je vous jure, monsieur David, des gens finiront par payer, malgré les pourparlers politiques, mais il y a des gens qui devront répondre de leurs actes. Parce que les Congolais n'ont pas été créés pour être humiliés jusqu'à ce niveau. Vous êtes en train de tuer les Congolais qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir avec vos guerres politiques, qui n'ont rien à voir avec vos guerres économiques, qui n'ont rien à voir avec vos conflits interpersonnels. Mais ce sont des citoyens simples qu'on est en train de tuer jour et jour dans la ville de Goma. Comme je l'avais encore dit, il y a un endroit qu'on appelle aujourd'hui le mot Goma. Le mot Goma est devenu comme quand on vous informe seulement en famille que votre enfant a été amené au mot Goma. Ça veut dire qu'il faut prier. Vous risquerez de retrouver le cadavre dans la morgue. Et parfois, vous ne retrouverez même pas le cadavre. Les gens ont disparu. Les gens continuent à disparaître. Il y a des familles qui nous alertent tous les jours. Et si parler va continuer à nous insécuriser, nous acceptons, nous, de parler. Au lieu de laisser à ce que les gens continuent à mourir. Parce qu'à Goma, il y a des gens qui ont disparu. Parfois, les gens pensent qu'ils ont voyagé ou ils ont fui. Et pourtant, ces gens ont été tués. Il y a des familles qui, jusqu'à aujourd'hui, on a arrêté leurs jeunes et leurs enfants et on ne connaît pas de traces aujourd'hui. Malgré les alertes, on nous dit, voilà, on va les retrouver. Jusqu'aujourd'hui, ils sont introuvables. Il y a d'autres qu'on est maintenant en train d'abattre dans leur maison. Mais il faut être clair, c'est ceux qui gèrent la ville de Goma qui sont responsables de tous ces cas de barbarie. Et le pays ne mérite pas ça. Tous les civils qui sont à Goma ne sont pas les ennemis de ceux qui contrôlent aujourd'hui. Ce sont des civils. Même dans le principe humanitaire, je pense que la protection des civils dans une situation de guerre, c'est un droit fondamental. Et si ce droit est violé, eh bien, je m'aimerais bien que la justice transitionnelle soit appliquée, même après tout ce qu'on va nous dire comme des pourparlers. Parce que je peux vous dire, monsieur David, Goma a perdu beaucoup de ses enfants. Beaucoup. Beaucoup de ses enfants. Et Goma continue à perdre beaucoup de ses enfants. Innocemment même. Innocemment. Et on ne peut pas nous dire que pour des raisons politiques, voilà, on pourra oublier. Non. On peut pardonner, mais le peuple ne peut jamais oublier. Alors maintenant, la situation telle qu'elle se présente, la famille, elle est toujours là-bas ou pas? Parce que dans un premier temps, elle était à l'abri. C'était quand même sécurisé. Et puis, vous avez décidé de ramener la famille. Quelques temps après, ça continue. Donc, ils sont à vos trousses. Oui, la famille était sortie. Après 4 mois d'observation, on a souhaité que la famille rentre dans la ville, mais pas nécessairement à la maison. Je ne sais pas s'ils ont cru que la famille était là. Et on a décidé encore une fois de faire évacuer la famille de cette ville parce qu'enfin, on ne sait pas ce que nous représentons comme menace à ceux qui continuent à terroriser la République. Mais comme on le dit tout le jour, on peut tuer 2 personnes, 3 personnes, 1000 personnes, mais on ne peut pas tuer tous les Congolais. Parmi tous ceux qu'on cherchera à tuer, il y aura toujours des survivants. Et ces survivants-là continueront à porter l'âme de cette République parce qu'on va garder ce pays tel qu'il est, avec 2 345 409 km². Donc, la peur, la terreur qu'on veut nous imposer, ça ne marchera pas à tous les niveaux. Et que, voilà, nous avons décidé de voir la République dans sa grandeur, de rester debout, de parler quand ça ne va pas. Nous avons refusé il y a plusieurs années de ne pas être ce que Albert Einstein disait. Ceux qui détruisent le monde, ce ne sont pas ceux qui font le mal, mais ceux qui observent et refusent d'agir. Nous avons décidé, malgré l'état dans lequel on peut nous mettre, nous allons continuer à agir. Monsieur Jean-David, nous sommes arrivés à Kinshasa comme des déplacés de guerre, mais dans une république sérieuse. Je suis un cadre universitaire, enseignant d'une université à Goma. Dans une république sérieuse, on aurait pu voir la République s'occuper de ces cadres déplacés. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes nombreux. Même il y a certains professeurs d'université qui ont été même refoulés des hôtels parce qu'ils n'arrivent même plus à payer le logement. Refoulés des hôtels. Chassés des hôtels aujourd'hui et qui vivent maintenant comme des clandestins dans leur propre République. De l'autre côté, c'est l'ennemi qui nous fait mal. Du côté où nous sommes également, la République vous regarde comme si on ne vous connaît pas, c'est pas grave. Et les familles sont en danger. Les familles sont en danger, mais on va veiller, c'est Dieu le meilleur protecteur. Et comment est le moral maintenant des enfants, de la maman? On est en guerre, c'est David. Vous savez le moral d'une situation en guerre? C'est qu'on sait qu'on est en guerre.
L'ennemi peut venir de tous côtés, mais nous croyons à Dieu. Et Dieu veille, nous avons tout fait pour le mettre encore une fois à l'abri, bien que le meilleur protecteur c'est Dieu, nous croyons en ces dieux-là. Donc que les hommes continuent à badiner avec la vie des uns des autres, mais comme j'insiste, la justice transitionnelle s'abattra sur chacun des auteurs, et tous ceux qui prennent également des décisions banales pour mettre le peuple en danger payeront coûte que coûte de ce qui se passe dans cette région orientale. Moi, je suis cet enfant-là qui est né dans cette guerre. Et moi, ça me fait mal d'être un parent en train d'observer que mes enfants également continuent à naître dans une situation pareille. Ça veut dire nous avons hérité une situation malsaine et nous sommes également de vouloir faire hériter à nos enfants une situation malsaine. Or, c'est qu'un parent sérieux peut prendre comme décision, c'est de dire ce que j'ai connu, je ne souhaiterais pas que mes enfants puissent le connaître. Malheureusement, dans toute impuissance, nous sommes en train de constater que rien ne change dans la situation, dans la région orientale, et que malgré tout, je pense qu'il y a un peuple qui a décidé de rester résilient. Je remercie ici la population tout entière de la ville de Goma. Ils ont démontré à leur niveau que ce pays garde son âme. Parce que non seulement qu'ils ont résisté par leur engagement citoyen, mais ils ont également refusé de ne pas quitter dans cette ville. Vous savez que parmi le plan de l'ennemi consistait à faire chambarder tout un peuple. Et à un moment, vous allez voir que certains milliers sont inoccupés dans un temps, et à un autre temps, les milliers sont occupés. Mais je dis merci aux habitants de Goma, que j'appelle affectueusement ma base. Ils ont décidé de rester à Goma. Oui, on va rester. On ne va pas mourir, nous tous. On ne va pas mourir, nous tous. Et nous sommes en train de traverser cette souffrance d'une nouvelle naissance, et nous allons vouloir renaître. Et nous allons renaître pour écrire cette fois-ci une autre histoire. Une histoire de grandeur, une histoire où plus jamais des peuples viendront badiner avec notre pays, nos enfants, avec notre sécurité, avec notre richesse. Toutes ces alibis-là qui cherchent à cacher derrière leur agression, ça va prendre fin. Et la situation telle qu'elle se présente, il y a toujours des morts chaque fois. Oui, il y a des morts. Il y a des morts parce que c'est une situation particulière. Nous sommes également, on a l'impression que même ceux qui sont à Goma n'arrivent pas à bien maîtriser la situation. Et bien, ça s'explique. Ça s'explique parce que vous savez que même lors de la chute de Saké, il y avait les camps qui avaient de militaires qui étaient dans le processus d'être désarmés, démobilisés, qui étaient là. Mais quand Saké est tombé sous le contrôle de l'ennemi, tous ces gens se sont évaporés dans la nature. Il y a la prison centrale dont on a libéré tout le monde. Il y a parfois d'autres délinquants qui déambulaient dans la ville et eux-mêmes peuvent également être parmi ceux qui insécurisent la ville. Mais en un mot, quand vous prenez le contrôle d'une ville, une grande ville comme Goma, une grande ville comme Bukavu, si vous n'arrivez pas à sécuriser ces villes-là, c'est vous les responsables de toute insécurité qui va s'y passer. Donc les gens peuvent s'amuser avec des discours, mais doivent savoir qu'il y a les sangs qui est en train de couler. Et les sangs congolais, les gens finissent par payer. Et il y a des massacres au niveau de Goma, même au niveau de Bukavu. On a pris, il y a même un pasteur d'une communauté au niveau de Bukavu qui a été assassiné, lâchement assassiné. Oui, c'est ce que je dis. Donc les leaders d'opinion à l'Est aujourd'hui, ils sont en danger. Et malgré ces dangers, on a l'impression que beaucoup d'organisations qui travaillent pour les droits humains ont décidé aussi de se taire en République démocratique du Congo. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme s'ils sont empêchés de parler. Hein. Non, mais qui les empêche? Mais avant, lors du régime de Kabila, qui les empêchait de ne pas parler? Mais ils parlaient, on parlait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais crier à haute voix. Qu'est-ce qui se passe au pays? On a l'impression que même les députés ont démissionné. À l'époque de Kabila, on voyait quand même des caucus de députés qui pouvaient se réunir à tout moment. Et parfois, qui annonçaient dessécher des plénières parce que ça ne va pas. Mais aujourd'hui, c'est MENA pur. C'est MENA pur. Mais les gens décident de se taire. Il y a un peuple qui est en train de mourir là-bas, vous décidez de vous taire.
L'Assemblée ne parlait pas, les Sénats ne parlaient pas, les organisations de droits humains. On attend quoi? On attend que Washington puisse parler? On attend que Doha puisse parler? Non, nous, Congolais, d'abord, nous devons nous libérer. Libérer de cette humiliation. Nous libérer de cet esclavagisme mental dans lequel on est en train de vouloir nous enfermer. J'ai l'impression maintenant que tout est concentré sur voilà, des idées banales. Est-ce que le professeur, le philosophe Kamana, paix à son âme, avait l'habitude d'appeler l'imbécilisation collective? Donc nous sommes devenus comme un peuple un peu imbécile. Pour lui, c'est l'imbécilisation collective. Quand mais vous ça êtes c'est fort, préoccupé, hein? Ça c'est fort. Oui, c'est très fort et je paie ces mots-là. Quand on est préoccupé par l'inutile, et pourtant il y a l'essentiel. Ici, pour des questions de la République, l'essentiel aujourd'hui, on doit savoir comment vivent les gens qui sont à Rutshuru aujourd'hui, comment vivent les gens qui sont à Bunagana. Ça fait déjà 3 ans. Comment survivent ces peuples à Goma qui a résisté pendant 3 ans et que ça fait déjà 7 mois qui sont sous contrôle de l'ennemi, toutes les banques fermées. Et difficile de savoir c'est quoi leur état psychologique. Et on décide de se concentrer sur l'inutile. C'est ce que le philosophe Kamana a appelé l'imbécilisation collective dans laquelle nous sommes en train de tomber en observant d'une manière passive la disparition de nos compatriotes. Alors vous êtes là, vous avez une famille. Comment les gens vivent? Il n'y a pas des banques. Comment les gens vivent? La situation économique est vraiment catastrophique, c'est compliqué. Certaines sources sont bloquées, Kinshasa a complètement bloqué. Comment vous vivez? Comment votre famille vit? La réponse à cette question se résume dans une anecdote. Si vous lisez les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont à Goma qui sont en train de dire à Goma, si vous trouvez un homme en train de grossir, c'est qu'il est malade. Il est malade. Vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que les gens sont en train de souffrir sérieusement? C'est tous les jours que je peux recevoir des messages dans le téléphone, des hommes respectueux, des hommes valeureux que moi je connais, mais qui vous envoient un message pour vous dire, ça fait 2 jours mes enfants ne mangent pas. Si vous pouvez trouver même un $5, même un $10, veuillez nous les envoyer. Quand vous trouvez un homme valeureux que vous n'aviez jamais imaginé, qui pouvait vous demander même 5 000 francs, mais il vous dit qu'il ne sait même pas ce que ses enfants vont manger. Et que vous appreniez que nous blaguons avec le vie des gens à Kinshasa. Non, c'est regrettable. C'est regrettable. Moi, je pense que le plus urgent aujourd'hui, il faut qu'on arrive à définir comment on va libérer ces peuples. Il est pris en otage. Ils ne vivent pas comme les autres aimeraient bien vivre. Les gens, il y a beaucoup d'autres qui ont été enfermés à Goma, qui par leur influence, par leurs opinions, ils sont dans une clandestinité incroyable. Ils ne marchent plus comme les autres. Et maintenant, qui doivent répondre? Voilà. Nous avons été aux urnes et ce n'était pas pour mériter cette situation. Voilà. Il y a des gens qui doivent y répondre. Je vous reviens. Il y a un gouvernement qui est là. Je vous reviens. Là, on va commencer on va attaquer notre thématique sur Doha Souminois 2. Alors, 10h à Kinshasa, 11h à Goma. La dernière livraison d'informations avec Héritier Ntamboa. Merci beaucoup Jean-David Kidolo. Mesdames, messieurs, on se retrouve pour la toute dernière livraison de la minute d'information. À la une de l'actualité, l'ancien président botswanais Mokgweetsi Masisi a été désigné mercredi dans l'équipe des 4 autres facilitateurs impliqués dans la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda. Sa désignation a été faite mercredi lors du sommet conjoint EAC-SADC des chefs d'État. Le verdict du procès contre Constant Mutamba a été fixé au 27 août par la Cour de cassation. Le prévenu a encore plaidé hier mercredi non coupable, qualifiant son procès d'un complot politique. J'ai pris autant de risques pour ce pays. Aujourd'hui, cette justice que je servis avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, a-t-il déclaré, appelant à la neutralité de la justice. Moïse Katumbi a l'ambition de réunir l'opposition non armée pour mettre fin à la dictature. C'est ce qui ressort du conclave d'ensemble pour la République en Bruxelles. Il faut absolument restaurer un pouvoir légitime issu d'élections crédibles, déclare-t-il.
En dehors de nos frontières en Europe, la Grèce, le Portugal et l'Espagne font face à des violents incendies. Bien que le bilan humain soit minime, 4 morts, ces incendies ont déjà ravagé des dizaines de milliers d'hectares. Ils sont favorisés par une vague de chaleur intense et prolongée associée à une grave sécheresse. En sport, CHAN 2024, la RDC joue ce jeudi soir contre l'Angola dans les cadres du 3e match de la phase de groupe. Les deux équipes se retrouvent pour tenter de consolider leur position dans une poule où chaque point peut peser lourd. Le PSG a remporté hier mercredi la Super Coupe d'Europe contre Tottenham après une séance de tirs au but. Le club remporte ainsi 5 trophées en un an, une première dans son histoire. Et merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Restez avec nous, l'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup. Il y a un téléspectateur que je suis depuis Kalemi. Il dit il n'y a pas eu de crépitement des balles, il y a juste eu des hommes armés qui auraient visité une commune. Juste cela, c'est dans une seule commune. Un téléspectateur à partir de Kalemi. Il s'appelle M. Jérôme Batangé. Il est journaliste à la radio Ndenga News, émettant à Kalemi dans le Tanganyika. Voilà. Ceux qui sont à Kalemi peuvent aussi nous donner d'autres informations quant à ceux. Alors, Johnson, Ishara, vous êtes là, vous avez parlé, vous avez épinglé la situation un peu sombre de deux provinces occupées. À quand la récupération de ces provinces par les gouvernements centraux? Ah, c'est difficile de répondre à cette question. C'est difficile. Parce que j'ai entendu, on a posé la même question à Madame la ministre des Affaires étrangères. Elle a dit qu'elle souhaiterait que ça soit vite fait, mais elle ne sait pas si c'est aujourd'hui ou demain. Donc elle-même a dit qu'elle ne sait pas. On a posé la même question au porte-parole, le ministre Patrick Mouyaya. Il a dit également que le gouvernement y travaille. On a... Peut-être le dialogue. Qu'est-ce qui va sortir de Doha? Non, moi, vous savez, monsieur Jean-David, parfois ça me fait rire quand nous répétons le même erreur historique. Comment le même erreur? Le même Mais erreur Doha, c'est autre chose, c'est une nouvelle dynamique, ce sont les Qatars, c'est oui, très loin de la RDC, des gens qui peuvent être quand même neutres à pouvoir donner leur patte pour que les Congolais s'entendent. Le problème, c'est pas vraiment la distance, c'est pas d'être très loin. Le problème ici, c'est de savoir qu'est-ce qui nous amène à Doha. Qui vont à Doha? Et quels sont les espoirs pour Doha? Ce qui nous amène à Doha, c'est que le pays fait face à un conflit armé. Avant, on parlait d'inagression. Voilà, à Nairobi, on a été là, à Bujumbura, on a été là, à Luanda, on a été là. On a parlé de l'agression. Alors, à Doha, on ne parlait plus de l'agression, nous parlons d'un conflit armé. C'est-à-dire, enfin, nous avons accepté. Je pense que même le porte-parole du gouvernement a décidé d'échanger son langage. Il ne parlait plus de patins, des terroristes, parce que pour des États modernes, on ne négocie pas avec des patins. On ne négocie pas avec les terroristes. C'est-à-dire, quand on accepte enfin de négocier, ça veut dire qu'ils ne sont pas des terroristes. C'est un conflit armé interne. Malheureusement, tout a changé d'un clin d'œil. Alors, nous allons y aller parce que le gouvernement a décidé qu'on puisse échanger sur cette question, encore que c'est toute l'opinion qui se pose la question, est-ce qu'il fallait attendre tous ces temps si on savait que c'est par là qu'on allait chuter? Parce que un État sérieux n'est pas là pour réagir. L'État est là également pour prévenir. Donc, si nous avons des stratèges, si nous avons des gens qui travaillent dans les recherches, on pouvait déjà anticiper en disant, au lieu d'attendre tout ce temps, au lieu d'attendre que Goma soit saboté, au lieu d'attendre que Kirumba, qui est un grand centre commercial dans le Grand Nord, soit saboté, au lieu d'attendre que Bukavu
soit humilié de la manière dont ça se passe, où on a vu des enfants qui ont circulé avec des armes lorsque la ville était abandonnée. Au lieu d'attendre tout ça, on pouvait alors dire, ok, on accepte, mettons-nous, échangeons. Quand le président de l'Assemblée nationale, l'actuel président Vital Kamerhe, il avait dit, on doit vraiment négocier avec ces gens. On l'a traité de tout le monde, on l'a injurié, voilà. Maintenant, là qu'on est rentré à Doha pour en parler. Ok, parce qu'il faut aussi en parler. Parlons de quoi? Et des causes profondes. Les causes profondes. Les causes profondes, si vous écoutez le gouvernement congolais, les causes de l'insécurité ou du conflit, de la manière profonde dont pense le gouvernement, ce n'est pas la même lecture de l'autre côté. De l'autre côté, ce qu'on nous amène toujours à un débat interminable, sur lequel, je peux vous avouer ici, j'ai été président du Parlement de jeunes du Nord Kivu pendant 4 ans. Et j'ai travaillé sur cette question où chaque fois on nous dit, il y a une communauté marginalisée. Il y a une communauté minoritaire. Moi, j'ai toujours dit, en République démocratique du Congo, il est très difficile. Si vous êtes Congolais, il est très difficile d'imaginer qu'il y a une communauté minoritaire. Et vous identifiez cette communauté minoritaire comme étant telle communauté. Moi, je trouve que ça, c'est une arnaque de l'histoire. C'est pas très longtemps, il y a 3 semaines, où j'ai parlé avec quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'éducation. Il m'aurait informé qu'il y a également une communauté non... Je pense vraiment vers Maluku, qui ne dépasse pas 10 000 personnes. C'est une communauté. Alors, quand vous comparez... Il y a aussi les pygmées. Voilà. C'est aussi une communauté ancienne, mais minoritaire. Et tout ça, pour moi, chercher à dire qu'il y a une communauté marginalisée, le faire passer comme les narratifs, ça, c'est une arnaque de l'histoire. Parce qu'au départ, quand la guerre a commencé, j'ai entendu un président d'un pays voisin qui a pris la parole pour dire nous allons protéger un peuple minoritaire qui est en train d'être massacré. Moi, ça me fait rire, au fait. Un président d'un pays étranger. D'un pays étranger qui dit il vient protéger une communauté qui est en train d'être exterminée au Congo. Quelle est cette communauté? Et comment vous, président étranger, vous allez intervenir dans notre pays? Parce que vous devez savoir, vous savez qu'il y a des communautés existantes en Angola, mais qui ont des ramifications en RDC. Vous le savez. Ce qui veut dire qu'un jour, on risquerait de voir un président congolais qui dit cette communauté, elle est marginalisée là-bas, nous traversons pour la sécuriser en Angola. Tout comme en Zambie, il y a certaines... En Zambie également. Les Mba. Et puis, pour couper court, quand je suis dans le contexte du Nord Kivu, vous savez également au Nord Kivu, il y a une communauté très célèbre, connue au nom des Nandé. Vous savez que les Nandé ont une ramification également en Ouganda. Les Nandé? Oui, ils ont des ramifications en Ouganda. Okay. Donc, comme qui dirait, comme le chef d'état-major de l'Ouganda est en train d'exceller dans cette communication, disant qu'à Ituri, il y a une communauté d'origine ougandaise qui est en train d'être massacrée, que son armée viendrait à son aide. Laquelle? Je ne sais pas, il a parlé si c'est DMA ou de l'Inde, c'est entre les deux. Et puis de l'autre côté, donc on s'imagine qu'un jour arrivera où on dit nous traversons aussi pour aller protéger des gens qui ont des ramifications en Inde et en Ouganda. Donc tout ça avec des États modernes, c'est de l'arnaque, monsieur Jean-David. Et malheureusement, pour eux, c'est ça la cause profonde. La deuxième cause, on nous parle aussi des FDLR. Des FDLR, pour moi, je pense que depuis 1994, j'ai lu beaucoup des rapports des experts des Nations Unies, on ne peut plus parler des mouvements bien organisés des FDLR qui causeraient une menace au Rwanda. Parce que depuis 1994, ceux qui pouvaient être des combattants, on suppose qu'ils sont aujourd'hui affaiblis. Et nombreux sont morts. Je rappelle toujours même l'histoire du Nord Kivu, qui pendant l'RCD, l'armée rwandaise était venue encore au Nord Kivu disant nous allons anéantir les FDLR. Ils ont fait là plus de 3 ans. Et quand ils sont sortis, moi-même j'étais à la Grande Barrière à Goma, j'ai vu des véhicules. Je ne m'imaginais pas qu'il y avait tous ces militaires rwandais au Congo. Et maintenant ils disaient quoi? Non, oui, ils ont dit voilà, le travail a été fait. Donc tous les M23, oui, voilà, on a neutralisé, voilà, nous pouvons maintenant rentrer. Alors, et les autres se rendaient civilement dans le processus pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Alors qu'est-ce qui a fait qu'on reconnaisse qu'il y a des troupes FDLR ici, alors que ça a été signé en Angola par l'ancien ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, Lutundula. C'est pourquoi il dit qu'il y a des FDLR, alors que
il y a un narratif qui disait qu'il n'y a jamais eu de FDLR ici. C'est pourquoi moi je vous dis que nous répétons les mêmes erreurs de l'histoire. Même quand on négocie, quand on parle pour négocier des questions de la République démocratique, je l'ai dit plusieurs fois, même dans mes conférences à Kinshasa, quand je suis invité, je pense qu'on commet une erreur grave quand il s'agit du casting de la délégation. Des experts. Des experts. Parce que je ne peux pas imaginer, dans une délégation où on va parler de l'instabilité de l'Est, vous n'avez même pas la notabilité du Kivu dans cette délégation. Aucune notabilité. Il n'y en avait pas. Il n'y a pas de Bitakwira, il n'y a pas, pas même de Julien Paloukou, non, peut-être c'est pas même Julien Paloukou. C'est la notabilité peut-être. Au-delà de ces gens-là. Il y a Vital Kamere et tous ces gens-là, il est absent. Voilà. Et au-delà de ces gens, il y a de vrais notables qui connaissent bien les enjeux de cette région, mais qui sont généralement écartés. Et moi, ça m'a pas surpris quand on a présenté la délégation congolaise, on a présenté la délégation du 1-23. J'ai trouvé quelqu'un qui a été dans cette délégation, qui était à San City, qui a été à Mani au niveau de... quand il s'agissait des accords du CNDP. Il a été encore dans les négociations et il revient encore. Ça veut dire, lui, il a l'enchaînement logique. Il sait là où il peut nous avoir. Et quand vous voyez la délégation congolaise, je n'ai pas vu, je m'excuse, je respecte bien les décisions des autorités congolaises, mais je n'ai pas vu quelqu'un que moi je connais dans l'histoire de ces pays, qui maîtrise bien les réalités de cette zone Est. Et voilà, nous nous sommes mis nous-mêmes, nous sommes tombés dans le même piège. Et comme conséquence, vous avez vu qu'après le communiqué sur l'accord de principe, le ministre congolais en charge de la communication, je pense qu'on a même alloué un budget faramineux à sa disposition pour qu'il fasse des tournées pour expliquer, ne fût-ce que des paragraphes de ce qui s'est passé à Washington, les conséquences des Doha. Pour moi, ça résume tout. Et quand vous rentrez même, vous voyez que même le communiqué sur l'accord de principe a été interprété de la manière subjective. Selon qu'on est à Kinshasa, selon qu'on est à Goma. Pour ceux qui sont à Goma, voilà, on a dit l'instauration de l'autorité de l'État. Ce n'est pas de la manière dont vous pensez, voilà ce que nous pensons. Et nous ne sommes pas d'accord avec ce que le gouvernement est en train de dire. Comme s'il y a quelqu'un qui a écrit ces communiqués sans les associer. Et moi je trouve que, aussi longtemps qu'on n'a pas d'abord compris ces pièges dans lesquels nous tombons tous les jours, je pense qu'à un moment on ne peut pas espérer à grand chose. Nous avons cru, pour résumer la question de la manière dont vous avez voulu que je réponde, nous avons cru au chef de l'État quand il avait dit nous allons finir cette guerre le plus vite que possible. Alors militairement on nous croyait, mais je pense aujourd'hui que le chef de l'État a compris que militairement ce n'est pas facile. Alors je souhaite, en tout cas, nous implorons, en tant que fils de ces pays, nous implorons qu'on trouve maintenant des Congolais, qu'on se mette ensemble. Parce que c'est également ça la voie de sortie. Vous savez, quand Lumumba a été secoué par des sécessions, en 1960, quand on l'informe déjà qu'il risque de ne pas atterrir à Lubumbashi, il risque de ne pas avoir accès à Kisangani. Et c'est le jour-là que Lumumba a dit également, si nous sommes attaqués aujourd'hui par les néocolonialistes, ces gens ne peuvent pas avoir de la force s'il y a des complices à l'intérieur. Alors pour lutter contre des complices à l'intérieur, on doit s'asseoir, on doit se parler. Et c'est pourquoi moi je fais partie de ceux qui pensent que la démarche de la CENCO et de l'ECC, sans anticiper les conclusions, ça serait utile aujourd'hui pour qu'on puisse s'asseoir. Les gouvernants devraient s'asseoir, les acteurs de l'autre opposition non armée doivent s'asseoir, également la société civile, on doit s'asseoir pour dire qu'est-ce que nous comptons léguer à la postérité. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Monsieur Joseph Nkoy, un député national, les suppléants. Actuellement, c'est lui qui... les suppléants de Lutundula. Actuellement, il est devenu député. Lutundula n'a jamais signé un document à Luanda reconnaissant la présence des FDLR au Congo. Veuillez suivre toutes les interventions sur la question des FDLR. Alors, on aimerait savoir qui a signé. Oui, mais... Qui a reconnu les FDLR? Mais si même on peut éviter de ne pas parler de Luanda, parlons maintenant de Washington. Mais dans ce qui s'est passé à Washington, on a accepté qu'on va neutraliser les FDLR. Mais on ne peut pas neutraliser ce qui n'existait pas. Ce qui veut dire que tacitement, nous avons accepté qu'ils sont là. Mais de qui s'agit-il? S'il faut maintenant les identifier, parce que vous devez savoir, c'est parce qu'on n'a pas aussi la cartographie bien du Nord Kivu. Vous savez les zones qui, chaque fois on a accusé, que ce sont les zones contrôlées par les FDLR,
toutes ces zones aujourd'hui sont occupées par le M23. Maintenant, les FDLR sont où? Alors, est-ce qu'on va venir nous amener dans des guerres tribales pour dire que tous les Congolais qui parlent, entre guillemets, les Kinyarwanda, parce qu'il faut savoir que, bon, parfois ceux qui sont en Rutshuru disent que la langue parlée, ce n'est pas les Kinyarwanda, c'est les Kinyabwisha, avec sous le contrôle du ministre en charge des affaires coutumières, qui est le Mohamed de Rutshuru, qui pense que... C'est qui? Mohamed Ndeze, qui est vice-ministre, qui pense que la langue qui est parlée à Rutshuru, c'est le Kinyabwisha, bien que c'est vraiment assimilé au Kinyarwanda. Mais quand vous allez également à Massissi, la langue, elle est parlée. Je crains que cette résistance qui a vu jour à Massissi, à Rutshuru, soit assimilée aux FDLR, et ça, c'est encore un autre danger, au risque de créer une guerre civile dans une province déjà blessée avec des affres de guerre. Il faut faire vraiment très attention. Et puis, si on pouvait rester maintenant anthropologue, des hommes, si on peut parler des FDLR qui ont traversé en 94, qui est cet homme qui est encore fort à faire mal? Depuis 1994, il est encore fort. Comment il s'est ravitaillé? Comment il a survécu? Et pourtant, on nous a dit que tous ces gens, la plupart, ont été affaiblis. Donc pour moi, la Libye là ne passe pas et nous sommes tombés dans ces pièges-là. Bon, il y a l'autre piège sur lequel je souhaiterais qu'on réfléchisse en tant que nation. Quand on nous dit qu'il y a des réfugiés au Rwanda, mon expérience dans la région de l'Est du pays, c'est que le Congolais, à part la journée de l'éruption volcanique, parce que Goma, on avait informé que la route Sake, parce que c'est la sortie, la route Rutshuru est coupée par la lave, ceux qui étaient dans la ville de Goma, en 2002, avaient décidé, pour la toute première fois, de traverser le frontière vers le Rwanda. Mais pour d'autres incidents sécuritaires, les gens n'ont pas le temps de fuir vers le Rwanda. Alors, on nous dit qu'il y a des réfugiés qui sont au Rwanda, plus de 100 000 qui devraient rentrer au Congo. Ils sont arrivés quand? Ce n'est pas un problème. S'ils ont été identifiés par le HCR, ce n'est pas un problème. Si le gouvernement les a vus, ce n'est pas un problème. Encore une fois, je dis, M. Jean-David, il faut maintenant qu'on s'incline sur la notabilité de la région. Parce qu'on doit maintenant écouter ces gens, s'ils veulent rentrer, ils doivent nous dire, ils étaient dans quel village, quelle est leur généalogie, savoir bien leur identité. Vous n'allez pas nous dire, connaissant bien le Nord Kivu ou le Sud Kivu, vous n'allez pas nous dire que je m'appelle tel, mais les territoires d'origine, c'est tel village, Massissi Rutshuru, et puis quand on vous demande le village, vous dites que vous ne savez pas. Ouais. Et quand vous citez le village, les noms de ces villages-là tombent dans un territoire qui n'est pas celui que vous avez cité. Ce sont là des hérésies que nous trouvons dans cette histoire. Et encore une fois, je dis, nous devons être sérieux. De toutes les façons, nous avons des historiens dans ces pays. Nous avons des sociologues. Dans une république qui est en guerre, ces gens devraient être bien encadrés pour donner de bonnes informations. Est-ce que Kinshasa prend au sérieux cette histoire des Doha en n'envoyant pas des experts, des gens qui maîtrisent la situation du terrain, des gens qui maîtrisent même la cartographie, même des minéraux, parce que c'est bien de parler des minéraux. Mais si vous envoyez des gens qui ont la maîtrise des minéraux, ils disent non, dans l'Est, les minéraux dont vous avez besoin, ça se situe tel endroit, tel endroit. Est-ce que ce n'est pas un peu une négligence de la part de Kinshasa? Oui, je pense que, comme je l'ai toujours dit, moi je crois que le président de la République, en tant qu'humain, il est animé d'une bonne foi, de vouloir voir un pays qui s'élève. Mais le président, lui seul, ne saura pas tout faire. Il a des collaborateurs, tu vois. Bon, maintenant, moi je ne suis pas d'accord avec les cercles en grande partie qui entourent le chef de l'État. Je pense que parfois, il y a des très mauvaises décisions qui sont prises dans l'émotion ou dans des petites guerres politiques. Voilà, lui sera dans la délégation, il nous vient de quelle formation politique, est-ce qu'il ne va pas, est-ce qu'il ne va pas, et parfois ça déstabilise tout. Je suivi le procès de 100 jours, je pense que ça peut vous dire grand chose. Je vis que même à la présidence, les gens pouvaient se bagarrer parce que ses conseillers ne doivent pas participer à cette réunion, parce qu'il est de l'INC ou il est de l'IDPS, ainsi de suite. On a tout compris pendant les 100 jours. Maintenant, j'aurais bien voulu que pour des questions très sensibles, qui touchent vraiment la vie de toute la République, l'avenir de tout un peuple, on devrait éviter d'y mettre du sensationnel. Parce que plus il y a du sensationnel, plus nous prenons des mauvaises décisions, et ces mauvaises décisions vont se répercuter encore une fois, demain ou après-demain, sur d'autres générations.
il y a quand même des experts qui ont travaillé. Moi, vous savez que dans une situation de guerre, il y a par exemple les domaines des recherches qui devraient être bien encadrés pour permettre qu'on sache, on a besoin de trouver réponse à cette question. Et je peux même vous donner l'expérience, je pense que j'ai suivi certaines négociations à l'époque de Kabila. J'étais acteur également de la société civile et on faisait un effort, je peux préciser ça, on faisait un effort chaque fois d'inviter la délégation de la société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu dans tous les pourparlers. Même s'il ne faut pas engager la République officiellement, mais ils sont là comme une commission de consultance. Pour des questions qui échappent, on peut dire, ok, on arrête un peu, on va s'entretenir avec la société civile pour nous dire ce qu'elle pense. La société civile, c'est cette branche du peuple qui est en contact permanent avec le peuple et qui sait la souffrance que ces peuples en disent. La société civile va vous dire, ce qu'ils ont dit ça, c'est faux. Ce qui se passe exactement, c'est ça. Et voici la preuve. Mais est-ce qu'on a le temps pour ça? La société civile du Nord Kivu n'a pas été associée. Le Barza intercommunautaire, comme ils ont l'habitude de dire, n'ont pas été associés. Bon, je vis également l'Assemblée nationale qui semblait mettre beaucoup de réserves parce qu'ils n'ont pas été contactés officiellement, être informés de ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, comme conséquence, on risque de prendre encore des décisions qui vont nuire à la République et rien avant sur Doha. Vous avez vu que même les dates qui ont été proposées, ces dates n'ont pas été respectées parce qu'après Doha, si c'était 4 ou 5, ils se sont... Ouais, ça c'est 6. Après Doha 5, pour préparer Doha 6, en revenant de Doha 5, la bagarre médiatique a commencé. Encore une fois, cette guerre médiatique était inutile. Que ce soit pour M23, que ce soit pour le gouvernement, vous n'aviez pas besoin de... Qui a des mauvaises foi de deux partis? De mauvaise foi, je pense que en grande partie, c'est du côté M23. Parce que vous avez entendu, et ils veulent qu'avant que toute négociation commence, on doit libérer 700 prisonniers. Moi-même, là, je suis formateur en résolution de conflits. Je pense qu'en termes... Mais semble-t-il qu'il y avait... de leur côté aussi, ils ont libéré certains prisonniers qui étaient venus ici. Ils ont libéré... Ils auraient libéré. Bon, mais ce n'était pas une conditionnalité. Même dans une situation de guerre, quand un militaire n'arrive plus à se battre, eh bien, vous ne pouvez plus tirer sur lui. Bon, maintenant, ces gens qui ont été... C'est pas qu'ils étaient vraiment libérés, mais c'était des gens qui étaient protégés par la mission onusienne. Et qu'on devrait maintenant faire évacuer ces gens-là. Tout ce qu'ils ont fait, c'était ouvrir le couloir. C'est pas qu'ils étaient vraiment leurs prisonniers enchaînés. Mais c'était parce que la mission onusienne qui était dans la partie orientale, certains militaires ont été enfermés dans leur camp. Et à un moment, ils n'étaient plus à mesure de les prendre en charge. On devrait les évacuer. Ouvrir le couloir, c'est différent de libérer des prisonniers. Bon, même s'ils ont libéré. Bon, mais quand vous posez la conditionnalité, qu'il faut libérer 700 prisonniers politiques du mouvement, votre mouvement rebelle, avant que même les négociations ne commencent, je pense que même dans les techniques de négociation, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est eux qui ne veulent pas. Oui, je trouve qu'ils demandent les ciels au même moment, et pourtant, on doit rester sur terre. Rester sur terre, c'est qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes sérieux. C'est comme si le gouvernement arrivait aussi à leur demander de ressusciter tous les civils qu'ils ont tués à Goma. Est-ce qu'ils sauront? Ils ne sauront pas. Voilà pourquoi il faut maintenant se mettre d'accord sur la bonne volonté de négocier et de mettre des questions intelligibles, intelligentes sur table. Donc, s'il y a des bagarres entre vous du point de vue personnel, interpersonnel, ben, je dis encore une fois, il y a un peuple qui attend des résultats, il y a un peuple qui veut vivre en paix et qui puisse penser également à son émergence. Est-ce que c'est pas Doha aussi, les médiateurs, qui seraient aussi complices? Doha, médiateur, qui a noué des partenariats militaires avec l'une des parties qui est le Rwanda. Doha, médiateur, il n'arrive pas aussi à imprimer. Ça touche pour que les deux parties se conviennent. Parce qu'aujourd'hui, les 14, alors qu'il fallait dire à partir du 8 qui sont pour parler, et que les 18, qu'il y ait un accord, mais aucune date respectée. Alors, voilà encore une fois ce que vous avez compris, pourquoi je dis que si nous voulons trouver des solutions aux crises congolaises, nous devons nous parler en congolais. En congolais entre nous. Parce que moi, nous, d'abord, nous sommes congolais. Je présume que tous ceux qui seront là seront des Congolais pour parler des questions congolaises. Pour moi, c'est souvent une aberration quand nous montrons à la face du monde que nous sommes ces peuples-là, incapables de nous asseoir de nous-mêmes et de nous parler de nos propres questions.
pour moi, c'est une aberration. Alors, comme nous avons choisi aller à Doha, encore une fois, je dois préciser, Doha n'a pas une prison pour enfermer un État. N'a pas une prison pour enfermer le Congo, n'a pas une prison pour enfermer le Rwanda. Et chaque pays peut dire, voilà ce que je veux. Et en tant que Doha également, le Qatar est libre d'entretenir ses relations de la manière dont il le veut. Personne ne va dire, parce que vous êtes médiateur, ne parlez plus au téléphone avec tel ou tel autre. Bon, ça, c'est souvent le débat de la rue où les gens disent, non, non, non. Ils sont libres de le faire parce qu'ils travaillent pour la survie de leur peuple. Si c'est avec le Rwanda qui pense qu'il faut trouver A, et si c'est avec le Congo qui pense qu'il faut trouver B, en tant que pays souverain, ils vont le faire. C'est nous qui ne voulons pas regarder au-delà de notre aîné. C'est que au-delà de notre aîné, nous devions savoir que ce n'est pas par la bienveillance d'un pays qu'on peut dire, voilà, nous voulons vous aider. Même quand ils veulent, nous voulons bien. Je pense qu'ils ont fait des efforts. Ils ont invité même les États-Unis de pouvoir les accompagner pour faciliter cette médiation. C'est un pas. Mais nous ne devrions pas penser que si tel ne le fait pas, on va l'arrêter ou on va le fermer ou on va couper toutes les relations diplomatiques. Non. De toutes les façons, je pense qu'il y a des Qatariotes qui sont au Rwanda, il y a des Qatariotes qui sont au Congo. Et maintenant, les Qatar, comme pays indépendant, ils veulent protéger leurs citoyens partout où ils peuvent être au monde. Donc, pour moi, encore une fois, cette question vient soutenir l'idée selon laquelle, si nous voulons avancer, si nous voulons prendre un élan dans cette histoire, nous devons nous asseoir en tant que Congolais. Rien n'empêche qu'on puisse se dire de nous asseoir. Nous avons vu à Saint-Sylvestre, mais Kabila s'est assis avec l'opposition qui était vraiment très très farouche à son égard. Ils ont avancé un peu. Essayons de voir ça et faire taire les armes sur les lignes de front. Parce que même quand on a dit, voilà, nous nous engageons pour le cessez-le-feu, mais ça tire toujours et les gens continuent à mourir. Hein? Et les taxes sont devenues faramineuses à Goma. C'est tous les jours qu'on vous informe, aujourd'hui c'est telle taxe. Il y a des gens qui ne savent même pas comment ils vont encore redémarrer leurs économies parce qu'ils ont été dévastés de tout ce qu'ils avaient. Parce qu'il y a une légèreté dans certaines décisions qui sont prises. Alors, maintenant, il y a toujours les gens, parce que je vous avais posé cette question, il y a des gens qui écrivent « À quand la solution? À quand la fin de la guerre dans l'Est ?» Notre invité a dit que jusque-là, il n'a pas une réponse à pouvoir donner. Oui, moi je pense que si nous voulons avancer dans cette affaire, le président de la République, encore une fois, je sais que nombreux de ses conseillers aiment bien Télé 50, je pense qu'on peut dire au chef de l'État de prendre une décision très courageuse. Monsieur Jean David, cette décision peut être où il dit « J'accepte pour l'intérêt de la République que nous puissions nous asseoir avec l'opposition non armée, ils tiennent compte de leur mandat. Il dit c'est le mandat, ils sont en cours s'ils veulent dialoguer en dehors de leur mandat. Au-delà de 2028. Non, au-delà de 2028, pour moi, ça ne devrait pas être la question qu'on va mettre sur la table. La question sur la table, c'est de savoir d'abord comment nous éteignons le feu. Parce que si nous attaquons sur 2028, c'est que ce n'est pas pour le Congo que vous travaillez. Vous travaillez pour vous-même. Comment nous allons éteindre ces feux-là qui sont en train de consumer nos compatriotes? Et surtout qu'on est là pour protéger la population. Maintenant que cette population n'est plus protégée, il faut prendre une décision courageuse. Et cette décision, dire, voilà, on a tout compris, gauche-droite, voilà, il y a des frustrations entre nous. Je pense qu'il y a même des frustrations dans l'Union sacrée. Il fallait seulement voir lors de la publication du gouvernement Soumis Noadé, il y a eu beaucoup de frustrations. Des gens qui acceptent de rester frustrés tout en continuant à percevoir leurs petits salaires, les restes, ça ne les occupe pas. Voilà, on ne veut pas parler pour ne pas nous créer des ennuis. J'ai entendu beaucoup de députés qui m'ont dit ça et ça m'a fait mal au cœur, M. Jean David. Non, cette question elle est importante, M. Johnson, mais comprenez que nous, c'est difficile de parler sur cette question. Parce qu'on va se créer des ennuis avec des amis. Ce n'est pas comme ça qu'on peut gérer la République. Et si le président acceptait qu'on puisse s'asseoir, on limite aussi, c'est pour parler, parce que parfois nous exagérons aussi dans les temps. Pour parler, on ne dépasse pas une semaine, on a des conclusions et on passe directement à l'acte. Comme Washington a verrouillé déjà pour le Rwanda, qu'ils ne doivent plus soutenir la rébellion, si nous parlons maintenant entre nous en tant que Congolais, et puis il n'y aura plus de Congolais mouchards, on s'imagine. Donc c'est un dialogue intercongolais. Oui, entre nous. Sous la médiation, ECC, catholique.
voilà, on peut maintenant décider sur comment ça va se passer, parce que j'ai entendu le porte-parole qui a dit c'est le chef de l'État qui a compétence de convoquer. Nous voulons bien, nous n'avons pas refusé, mais il peut également puiser de l'expérience. Parce que même si Mobutu était très dur à son époque, mais je pense que ce n'est pas pour rien qu'on avait laissé à l'Église catholique d'être là également à la conférence nationale souveraine. Donc rien ne peut également nous y prendre qu'on puisse dire nous pouvons nous asseoir. Parce que dans le pacte républicain, le pacte social prôné par l'Union, plutôt la CENCO et l'ECC, c'est au-delà des pouvoirs 2028 et ainsi de suite. Non, on va vraiment parler de l'architecture maintenant de la République, du rêve congolais que nous avons. Qu'est-ce que nous voulons maintenant pour notre République? Et pourquoi on ne fait pas ouvrir ce débat-là? Donc de Doha aux États-Unis, il n'y aura rien. Il n'y aura rien dans cet élan parce qu'il faut seulement vous contenter de ce que a été, ne fût-ce que les conséquences du communiqué sur le principe à Doha. Déjà, quand les gens rentrent surexcités, des guerres médiatiques, non, ça prouve qu'il n'y a pas de bonne foi. Et chacun a son interprétation. Les autres à Goma, ils sont partis sur tout le front en disant ils vous mentent, nous ne quitterons pas ici, d'ailleurs. Et ils ont accentué même en vouloir même couper la ville en 4 communes, parce que la ville de Goma a 2 communes. Administrativement, ils sont en train de vouloir accélérer pour aller à 4 communes. Administrativement, ils sont en train d'installer des chefs par-ci, par-là. Donc, il faut qu'on arrête quand même. Ces pays, on ne s'est pas bâti pour l'indépendance pour mériter ça. Je pense que quand nous observons ce qui se passe et quand des décisions légères sont prises, nous sommes en train de trahir la mémoire des gens qui sont morts pendant l'indépendance pour ces pays. Nous nous sommes bâtis également depuis 2014 jusqu'en 2016 pour interdire à Kabila à l'époque de ne pas violer la Constitution. Nous avons eu de nos collègues militants pour la démocratie qui ont été tués. Ce n'est pas pour qu'après Kabila nous puissions voir ça. Ce n'est pas pour qu'après Kabila nous puissions voir ça. Nous avons une république, nous avons une âme congolaise à protéger, nous avons une identité invincible que nous devons continuer à garder invincible, que nous devons maintenant protéger. Est-ce qu'avec le gouvernement que je vis, on va encore trouver des solutions? Mais c'est quoi? Parlons-en. Le gouvernement qui a été publié, un gouvernement de 54 membres. 53? Voilà, 53. Voilà 53 membres, où on voit de nouvelles têtes au niveau du ministère des Affaires. Bon, il y a eu des permutations, de nouvelles têtes au niveau du ministère de la Jeunesse. Beaucoup de polémiques, ça et là. Ça promet, non? Bon, moi, je ne tomberai pas dans le polémique, parce que je sais que chaque être humain a des qualités, a aussi des défauts. Certains ministres qui ont été désignés par le chef de l'État, je m'imagine que leurs CV ont été minutieusement étudiés, mais encore que, est-ce que cela a convaincu l'opinion? Parce que pour moi, encore une fois, M. Jean-David, dans une situation de guerre, il y a un ministère que moi je considère étant comme le ministère le plus clé, au-delà de la défense, affaires étrangères, je ne sais pas, intérieures, finances. Dans une période de guerre, le ministère de la jeunesse, c'est un ministère qui doit être respecté. Respecté pourquoi, M. Jean-David? Si vous voulez remettre ce ministère dans le main d'un citoyen ou d'une citoyenne, vous devez être convaincu de sa capacité à fédérer les efforts de la jeunesse. Vous devez être convaincu de sa capacité à mobiliser cette même jeunesse. Donc pour moi, quand il faut mobiliser la jeunesse, ça veut dire il faut partager la vision du chef de l'État à cette jeunesse. Mais comment vous le saurez si vous ne connaissez pas mobiliser? Troisièmement, c'est que quand on doit trouver un ministre de la jeunesse, ça doit être également quelqu'un qui connaît bien la politique nationale de la jeunesse, M. Jean-David. Vous savez que ce document-là existe, mais ce document qui n'est pas souvent vulgarisé. Et du coup, la jeunesse a sa politique. Mais le politique elle-même, dans la mise en œuvre, refuse de prendre en considération ces documents qui est comme un canevas de gestion de la jeunesse. Je vous l'ai dit par expérience, j'étais également au Conseil provincial de la jeunesse, qui est le conseil, qui est l'émanation du Conseil national de la jeunesse. Enfin, il y a le document qui est là, qui est un outil important. On vous dit maintenant, il y a des jeunes, des corporations, des mouvements religieux, il y a des jeunes, des associations, il y a des jeunes étudiants, il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des jeunes manutentionnaires. Tous ces jeunes-là, comment vous fédérez
leurs énergies. Et qu'est-ce que vous proposez? Voilà, pour moi, j'ai besoin de voir un casting de ministre de la jeunesse de cette manière. Et ça me fait toujours penser à Laurent Gbagbo à l'époque. Laurent Gbagbo a vu que la Côte d'Ivoire était dans une période où si on ne fait pas attention, pendant le débat de l'ivoirité, si on ne fait pas attention, la jeunesse sera manipulée. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Il est parti prendre Guillaume Soro. Il a nommé Guillaume Soro ministre de la jeunesse. Et à cette époque, Guillaume Soro venait de finir ses études universitaires où il a été le porte-parole de tous les étudiants de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là d'abord connaît ce que les jeunes veulent. Et Guillaume Soro a mobilisé les jeunes ivoiriens. Et voilà comment, grâce à ça, il est arrivé même à être président de l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est comme ça que je vois. Bon, mais depuis, ça fait déjà 4 ministres. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de la jeunesse. Je ne sais pas, et moi, ça m'énerve parfois quand je me réveille, on me dit, ok, le bénéfice du doute. Bon, attendons maintenant, quel est le plan qu'on va proposer? On a donné la jeunesse à l'INC, avec l'actuel secrétaire général de l'INC, Billy Kambal. Il est parti au Nord Kivu, il a dit, on va créer des, comment il avait appelé ça, il va lancer des campagnes agricoles pour la jeunesse. Il n'a fait que démarrer le tracteur dans un champ qui n'appartenait pas ni à l'État ni à lui. On a pris des photos, il est rentré à Kinshasa, c'est fini. Et après, rien, on n'en parlait plus. Après, on a remis maintenant la jeunesse à l'IDPS, avec le docteur Yves. Le docteur Yves qui a fini son mandat dans une bagarre avec le président du Conseil national. Lorsque le président de la République avait accepté de répondre à l'invitation du Conseil national et du ministre, on a vu la bagarre sur la télé, où le ministre et le président de la jeunesse sont en train de se bagarrer dans le discours. Et dans la pratique, rien n'a été fait. Aucun plan, aucune action. Après, on nous a amené maintenant Madame Noëlla. Apparemment, elle était, je ne sais pas si vice-bourgmestre. Non, elle n'a jamais été vice-bourgmestre. C'est sa première fonction. Ah, c'est sa première fonction. Donc, on nous avait menti. Parce qu'au moins, les informations qu'on avait, est-ce qu'elle était vice-bourgmestre dans quelle commune, je ne sais pas. Bon, j'aimerais bien que ce soit la première fonction. Mais quel était son CV de militante? Si elle a une idée sur le militantisme, comment il faut gérer le jeune, j'allais bien comprendre. Elle n'a jamais été dans un mouvement. Mais non, on a vu que son mandat est un fiasco. Moi-même qui vous parle, je lui ai adressé plusieurs fois des correspondances pour des activités qu'on devrait faire avec la jeunesse écolière. J'étais quand même étonné de recevoir une réponse du genre « ça ne relève pas de ma compétence ». Je dis « ah ok, d'accord ». Bon, maintenant là, nous avons une nouvelle ministre. Pasteur. 25 ans. Qui a fait des grandes études. Oui, en France. Des grandes études. Bon, voilà. Et elle bénéficie de ces doutes-là. Nous pensons qu'elle peut faire de miracles. Mais là, ce n'est pas l'évangélisation. Je pense qu'elle est consciente que nous sommes un pays en guerre. Et elle peut, si elle connaît ses limites, elle peut bien se faire entourer. Et moi, je fais souvent confiance aux gens qui connaissent leurs limites. Kabila, je pense qu'en observant son mandat, à un moment, il avait compris qu'il avait des limites. Il a tout fait pour se faire entourer. Si la dame faisait un effort de se faire bien entourer, elle peut booster cette jeunesse qui est aujourd'hui dans une situation de guerre et qui est en train de vouloir peine. Parce que, M. Jean-David, vous-même là, quand vous êtes dans des provinces, parfois vous rencontrez des jeunes brillants. Très brillants. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des politiques? Très brillants. Pour que chaque fois qu'on parle de la jeunesse, c'est comme si on n'a aucun respect envers le jeune. Moi, j'ai travaillé avec la jeunesse et j'ai trouvé que dans chaque province, il y avait des jeunes brillants. Si vous le mettez ensemble, vous dites, qu'est-ce que nous voulons pour... Ils sont en mesure de vous proposer la politique opérationnelle pour relever les défis de la jeunesse congolaise. Donc, on préfère garder le jeune dans l'oubli pour qu'il soit facilement manipulable. On ne veut pas donner un ministre qui va booster ce secteur, qui est pour moi un secteur très important dans une situation de guerre. J'étais un jour dans un pays voisin, que je ne vais pas citer les noms. J'arrive, on est dans une activité avec des organisations internationales et on devrait parler avec une jeunesse dans une province qui n'est pas la capitale. Nous arrivons, tout est déjà là. Et puis je pose la question, pourquoi on ne commence pas? J'ai entendu quelqu'un me dire, il y a les représentants de jeunes qui n'est pas encore là. Et en attendant ces représentants, je trouve que c'est un autre jeune. Et puis je pose maintenant la question, pourquoi malgré la présence de ces autres, lui,
Et on devrait nécessairement l'attendre. Dis non, la politique de ce pays, c'est que ce que vous faites avec le jeune, il faut d'abord que le jeune soit là. Est-ce que c'est l'idée que nous avons? Vous savez que nous sommes également dans des provinces où les ONG peuvent quitter même n'importe quel pays. Une ONG peut quitter le Vietnam, elle descend sur le Nord Kivu et directement, elle entre en contact avec le jeune du Nord Kivu et travaille. Pour moi, on détruit le mental des jeunes si on ne fait pas attention. Et c'est ce qui fait à ce que vous allez voir, même pour des petites réunions, les gens vont crier transport. Même si c'est pour leur intérêt. Une formation, transport. C'est venu d'où? Des ONG. Mais qu'est-ce que le ministère a fait pour protéger cette jeunesse? Rien du tout. Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler sur ça. Et puis maintenant, nous avons vu le ministère de la Défense qui a été reconduit, comme si nous avons réussi à gagner quelques localités qu'on a perdues. Il y a même un journaliste qui a été associé là, qui est devenu ministre délégué. Voilà, en charge des anciens combattants. Je ne sais pas encore quelle expertise il va. Parce que, encore une fois, M. Jean-David, je pense que ces ministères, dans une situation également pareille, on a tendance à recourir aux généraux en retraite. Parce que ces généraux en retraite connaissent d'abord, des stratégies militaires, ils ont une expérience et ils savent là où ils peuvent appuyer. Bon, quand on en parle, on va dire non, vous êtes parce que non. Je pense que ce pays nous appartient tous. Et quand il s'agit de la gestion de la République, il faut trouver les intelligences là où elles sont. D'autres pays ont déjà dépassé ces histoires-là des quotas des partis politiques. Des pays, si on veut mettre un ministre, on cherche d'abord les cerveaux. Qui a ces critères qu'on peut mettre ici? Et on fait un effort. Même s'il était au village, on va les ramener. Mais pourquoi chaque fois on se réveille? Non, ça c'était un quota d'un parti, ils peuvent nous proposer. Bon, voilà, on propose. Bon, madame qui a échoué au ministère de la Jeunesse, on l'amène maintenant, elle va représenter le pays dans des grandes réunions à l'international. Vice-ministre des Affaires étrangères. Encore une fois, bon, espérant que c'était peut-être c'était ça son CV, mais j'ai craint. J'ai craint parce que, étant comme ministre, on ne peut pas quand même avoir toutes les capacités dans. Je viens ministre et depuis le premier gouvernement, lui, on le change. Industrie, après industrie. Agriculture, après agriculture. Enseignement supérieur, mais enfin, on est qui pour avoir toutes ces capacités-là? Et on va vous dire, non, c'est pour le quota politique. Non. Je pense que ça affaiblit le pays. Et moi, si j'étais le président de la République, j'allais faire autrement. J'allais s'y prendre le pays. J'ai dit, nous sommes dans une situation de guerre. On met par terre toutes ces histoires-là de quotas politiques. On renforce avec de nouvelles énergies. On prend cette jeunesse dynamique que vous avez retrouvée. On dit, on s'entoure, on travaille pour la République, on sauve d'abord ce qu'il faut sauver. Merci. Et ça donnerait une très belle image. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Johnson Ishara. Rémi Selengue, à partir de Kapolo et d'Alo-Katanga, j'ai suivi religieusement l'intervention de votre invité. J'approuve qu'il est compétent. Courage à lui et mes condoléances à la famille biologique de sa sentinelle tuée à bout portant. Tout acte ne restera pas impuni. C'est Rémi Selengue depuis Kapolo émission. Merci beaucoup, Rémi Selengue. Merci à Rémi Selengue. Voilà. Joseph Nkoy. Jean-David, je partage parfaitement votre avis. Il y a quelques mois sur la radio Okapi, j'avais appelé à l'attention de Monsieur le Président de la République au sujet des discussions de Washington et de Doha. Il y a nécessité et urgence de faire intervenir le Parlement dans ces discussions pour plus de transparence. Il faut aussi faire appel aux experts qui connaissent les dossiers pour davantage assurer l'efficacité du processus dans tous ses aspects. Ça, c'est les députés nationaux Joseph Nkoy. La ministre de la Jeunesse devra absolument créer un cadre d'échange permanent constitué du gouvernement, parlement, société civile, en vue d'une action concrète et coordonnée au bénéfice de la jeunesse. Alors, cher député national, le plateau vous attend, vous avez séché le plateau. Chaque fois, vous avez toujours été notre invité de chaque fois. Manifestez-vous comme M. Johnson Ishara, qui est là. Les téléspectateurs ont demandé plus de temps à Johnson. Je pense qu'ils ont été suffisamment servis. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre depuis 7 heures. Il est 11h moins. On va se retrouver demain, encore dans notre matinale. Merci, on peut se tenir debout. Hein? On peut se tenir debout. Question de nous dire ciao, ciao. D'abord, il y a un anniversaire de la part de... Est-ce que, Kadi, vous avez l'anniversaire de Bob? Bob Ambongo a envoyé de photos d'anniversaire.
Bob Ambongo, il dit qu'il vous a envoyé. C'est un peu de voir. Bob Ambongo vous a envoyé une photo. Photo d'anniversaire. Bébé Maël Joram Monsete, le fils de Maître Roli Bakona. Je pense qu'il vous a envoyé une photo. Bon, moi je vous renvoie. Kadi Mouilou. Kadi Mouilou. Voilà, je vous ai envoyé des photos de la part de Bob Ambongo. Vous allez lire. En attendant que Kadi Mouilou ne prenne photo, un mot par rapport à ceux qui vous suivent à partir de Goma. À partir de Goma, je vais tout simplement dire que les moments que nous sommes en train de traverser sont des moments trop durs. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce qui ne nous tue pas nous rend de plus en plus forts. Je sais que c'est vraiment pénible. Je sais que parfois vous posez la question, est-ce que nous méritons ces pays? Oui, nous les méritons. Et des moments durs forgent des hommes forts. Alors nous devons vraiment rester debout. Nous devons travailler dans la communion. Aidons-nous. Hein? Kama unapata kidogo patia jirani, itakusaidia pour que tumalize kwanza hii magumu yenye tuko ndani, et des gens finiront par payer de ce qu'ils ont fait de ces pays. Voilà, merci, merci beaucoup. Il y a Monsieur Edouard Kabunda, voilà ça, qui dit je peux avoir le numéro si possible de Johnson, un garçon très intelligent. J'ai un adversaire. Et puis en fait, il vous félicite aussi. Sans problème. D'accord, je vais vous l'envoyer. Hein. Je vais vous envoyer le numéro de Johnson pour que je ne puisse pas oublier. Johnson Ishara. Je pense que vous avez ce numéro. Voilà, de Johnson Ishara. Je vais vous envoyer. Vous allez le voir. Voilà. Voilà, il est là. Alors, on va prendre des photos d'anniversaire. Robert Rigobert Kouta. Rigobert Kouta, vous êtes PCA de FFN. De très bonnes choses à vous, Monsieur Rigobert. Vous nous suivez aussi, vous manifestez certainement votre attention. Merci beaucoup. Bébé Maël Joram Mongolo Monsete. Bébé Maël Joram Mongolo. Kadi, vous pouvez zoomer le bébé Maël, les fils de Maître Roli Bokona. Roli Bokona, joyeux anniversaire à ces jolis bébés qui fêtent son anniversaire aujourd'hui. De la part de Bob Ambongo et aussi de la part de votre papa. Joyeux anniversaire à vous. Que du bonheur à vous, cher bébé, que du bonheur à vous, de très bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Alors, beaucoup déjà demandent le numéro de... Il y a aussi M. Félix Kabongo, j'ai aussi besoin de ce numéro. Vous l'aurez. Vous aurez ce numéro, le numéro de Johnson. Voilà, fidèles téléspectateurs, ça n'est fini. Ça a été le plaisir pour moi de vous servir. Très tôt matin, on a été avec vous. Restez branchés sur Télé 50 à 11h. Journal en langue. À 13h, 14h, 15h. Et aussi 18h, Kinshasa Direct. 19h, la grande édition. Restez branchés sur Télé 50. Fidèles téléspectateurs. Ciao, ciao. À très bientôt.